C'est quand même fou de penser que parfois les remèdes les plus efficaces se trouvent juste là, sous nos pieds. Littéralement. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire et la science assez bluffante de l'argile, utilisée comme soin. Et au cœur de cette histoire, il y a un personnage incroyable, Raymond d'Extrait. Imaginez un peu, un homme qui, avec de la simple argile, a tellement bousculé le monde médical de son époque qu'il a fini au tribunal. Plusieurs fois. Alors, qui était-il, cet homme qui soignait par la terre? Pour comprendre son parcours, il faut revenir au point de départ, à une situation personnelle qui était, pour le moins, désespérée. Voilà un résumé de sa vie. À 30 ans, on lui annonce en gros qu'il finira en fauteuil roulant. Il ne peut même plus monter un escalier. Face à ça, il décide de tout plaquer, de changer radicalement de vie et de se tourner vers la terre. Et non seulement ça marche pour lui, mais il en fait un livre et se retrouve face à l'ordre des médecins, procès après procès, et il gagne, à chaque fois. Et le plus spectaculaire, c'est ça. Sa fille Micheline raconte qu'à 80 ans, ce même homme qui était paralysé par la douleur, eh bien il gambadait, il montait les escaliers 2 par 2. Ce rétablissement a été le moteur de toute sa vie, de sa mission, pour partager ce qu'il avait découvert. Bon, l'histoire est fascinante, c'est clair. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui rend cette terre si spéciale? Est-ce que c'est de la magie? Eh bien non, pas du tout. La réponse se trouve dans la chimie et la physique. Alors, qu'est-ce que l'argile, au fond? Ce n'est pas juste de la boue, c'est une structure hyper organisée. Il faut l'imaginer comme un millefeuille, mais à une échelle microscopique. Des couches et des couches de feuillets superposées. Et c'est cette structure qui est la clé de tout. Pour qu'on se rende bien compte, tenez-vous bien. 1 seul gramme de certaines argiles, si on étalait tous ces petits feuillets, pourrait couvrir une surface de 100 mètres carrés. C'est gigantesque, c'est comme si on avait un pouvoir couvrant immense dans une toute petite pincée de poudre. Et alors, comment ça marche concrètement? On peut dire que l'argile a 2 super pouvoirs. Le premier, on le connaît tous plus ou moins. Le deuxième, en revanche, est beaucoup moins connu. Et pourtant, c'est le plus intéressant. Le premier pouvoir, c'est l'absorption. Facile, c'est l'effet éponge. L'argile va simplement pomper, aspirer les liquides, les gaz, les impuretés. Elle boit tout ce qui se trouve autour d'elle. Et le deuxième pouvoir, c'est l'adsorption. Non, ce n'est pas une erreur, c'est bien avec un D. Là, il faut plutôt penser à un aimant. En gros, la surface de l'argile a une charge électrique négative. Et comme par hasard, beaucoup de toxines, de bactéries, de saletés ont une charge positive. Et que font les opposés? Ils s'attirent. L'argile va donc littéralement aimanter les toxines et les coller à sa surface. Et pour illustrer la puissance de ce phénomène, il y a cette expérience qui est juste dingue. Si on met un œuf cru dans un bain d'argile, au bout d'un moment, l'œuf aura perdu 1/3 de son poids. L'argile a littéralement pompé l'eau à travers la coquille, sans la casser. C'est dire la force d'attraction qu'elle possède. Mais attention, on pourrait croire que toutes les argiles se valent, mais pas du tout. En fonction de leur structure, elles ne vont pas avoir exactement les mêmes propriétés. Pour faire simple, il y a 3 grandes familles à retenir. La montmorillonite, c'est la reine de l'adsorption. L'aimant, donc elle est très polyvalente. Lilith, elle, est championne de l'absorption. L'éponge, super pour les cataplasmes, mais attention, elle peut être un peu asséchante. Et enfin le kaoline, l'argile blanche, qui est beaucoup plus douce, souvent utilisée en cosmétique ou pour apaiser le système digestif. Ah, la grande question que tout le monde se pose. Est-ce que l'argile verte est meilleure que la blanche, la rouge ou la jaune? La réponse est non, absolument pas. La couleur, c'est juste une histoire de concentration en oxyde de fer. Ce qui fait la qualité d'une argile, ce qui lui donne ses pouvoirs, ce n'est pas sa couleur, c'est sa structure en feuillet, sa pureté et sa capacité à absorber et adsorber. Le reste, c'est du marketing. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, comment on s'en sert? Comment est-ce qu'on passe de cette poudre à quelque chose d'utile? La méthode la plus classique, c'est le cataplasme, et c'est d'une simplicité enfantine. On met de l'argile dans un bol, on verse de l'eau dessus, et surtout, on ne touche à rien. On laisse l'argile boire l'eau tranquillement, quand on a une belle pâte, on l'étale. Le seul point crucial, jamais de métal. Ni cuillère, ni bol en métal. Ça perturberait ses charges électriques, et donc son fameux pouvoir d'aimant. Et pour comprendre l'impact que ça peut avoir, les anecdotes de la famille d'Extrait sont assez folles. Attention, ce ne sont pas des études scientifiques, mais des témoignages. On parle de brûlures au ciment guéries sans aucune cicatrice, de cire bouillante, littéralement aspirée hors de la peau, d'un menton fendu refermé sans laisser de traces, ou encore d'un doigt complètement écrasé qui redevient normal après des mois de cataplasme. C'est saisissant. Et c'est là qu'on arrive à la partie la plus philosophique, la plus intrigante de toute cette histoire. L'idée que l'argile ne serait pas juste une matière inerte. Pour Raymond d'Extrait, c'était une évidence. L'argile n'était pas un simple outil.
Il la décrivait comme une substance vivante qui agit avec discernement, qui possède une sorte d'intelligence propre à la nature. Et cette idée, on la retrouve quand on parle de son usage interne. La théorie, c'est que l'argile, une fois ingérée, fait le tri. Elle va capturer les toxines, les virus, les métaux lourds, mais elle laisserait tranquilles les bonnes bactéries, notre microbiote, comme si elle savait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et tout ça, Dextray le résumait par cette petite phrase qui est devenue célèbre: l'argile va où est le mal. L'idée qu'elle ne se contente pas d'agir là où on la pose, mais qu'elle cible la source du problème pour le résoudre. Ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Au-delà de sa structure physique et de ses charges électriques, est-ce que l'un des matériaux les plus basiques de notre planète pourrait avoir des propriétés, une sorte d'intelligence naturelle, que notre science moderne commence à peine à effleurer? La question reste entière.